Attention, on se perd. Bonsoir, nous sommes dans la deuxième partie de l'émission En toute conscience. Je vous rappelle que cette émission est en direct et que ce soir, nous avons une invitée très spéciale, Brigitte Keller. Bonsoir Brigitte. Bonsoir Anna, bonsoir. Alors Brigitte est là pour parler de médiation. Elle vient de sortir un livre chez Éditions Derby, La médiation, un nouveau projet de société. Alors Brigitte, je vais te présenter. Tu es journaliste, diplomate, coopérante, tu as travaillé dans l'humanitaire et maintenant tu nous viens avec ce livre sur la médiation. Qu'est-ce qui t'a mené à la médiation? Alors au départ, je pense comme tout le monde, des conflits personnels, où je me disais, non d'une pipe, il doit y avoir un moyen de régler ces foutus conflits. Mais ensuite, sur le terrain, j'ai passé 4 ans au Rwanda après le génocide. Et c'est vraiment là que m'est venue l'idée que c'était un domaine que je voulais étudier. Je voulais étudier comment les conflits naissent, comment ils se développent, comment ils peuvent se terminer. Et puis, surtout au Rwanda, j'ai fait partie très tôt de la communauté internationale qui a réfléchi à des processus de réconciliation. Réconciliation qu'on va parler plus tard. Oui. Mais, okay. Donc c'est comme ça que tu as commencé à la médiation. Qu'est-ce que c'est la médiation exactement? Alors, c'est utilisé un peu, c'est la tarte à la crème. Ouais. Tout le monde utilise le mot médiation, le curé est médiateur, tout le monde est médiateur, le prof est médiateur. Ah oui, quelle de médiation. Bon, on va dire, disons, de manière simple, parce que ça existe depuis très longtemps et ça existe aussi dans les sociétés, par exemple en Afrique, où depuis la nuit des temps, c'est une troisième personne neutre qui facilite le dialogue entre deux personnes en conflit. Et l'idée, c'est que le médiateur doit être neutre et ne doit pas donner de réponse au conflit, mais doit permettre aux deux parties de trouver une solution qui soit gagnante pour les deux côtés. Donc c'est très très différent d'un coaching, très très différent d'un jugement au tribunal. C'est une technique qui permet un dialogue et qui permet de traverser, on va dire, le ressenti, de partager des choses, souvent de s'appeler de tas de noms d'oiseaux, pour finalement trouver un moyen où vous sentez entendu et on trouve une solution qui soit satisfaisante pour les deux et qui permette aux deux parties de continuer leur relation. Oui. Ok. Alors, je vous rappelle que nous sommes en direct et que vous pouvez poser des questions. Je vais les recevoir sur mon téléphone. Allez-y vite parce qu'il y a un temps mort entre le moment que vous posez vos questions et le moment que je les reçois. Et après, à la fin, on a des centaines de questions qui arrivent, on ne sait plus quoi faire. Profitez du temps que Brigitte va être avec nous. Alors, Brigitte, est-ce que tu peux nous donner un cas que tu as vécu de médiation qui peut illustrer ce que tu viens de dire? Volontiers. Je te donne volontiers un cas concret de médiation parce qu'il existe des médiations dans beaucoup de domaines. Des médiations familiales, des médiations suite à un héritage, des médiations de voisinage, des médiations commerciales, des médiations sociales, des médiations pour des groupes, pour des partis politiques. Bref, on peut au fond utiliser la médiation, c'est-à-dire faire appel à un tiers extérieur dans toutes les situations de la vie courante. Par exemple, pour les gilets jaunes, en ce moment, il y a des médiateurs qui se sont proposés entre les gilets jaunes quand il y a des personnes qui émergent et qui arrivent à servir d'interlocuteurs et les instances de l'État. Ils sont en train de faire des médiations? Il y a des médiations, oui. Il y a des médiations, ça dépend du département, mais il y en a. Il y en a, oui, qui ont été faites. Intéressant. Ok. Et derrière une médiation, il y a un conflit. Oui.
Voilà. Parle-nous du conflit. Alors, mon livre, évidemment, j'ai commencé par ça, parce qu'il faut commencer par le commencement. Et ce qui est intéressant, j'ai fait des études pour comprendre un petit peu le conflit, ensuite aux États-Unis, puis ensuite à Paris. Le conflit a un cycle, n'est-ce pas? Et si on prend un conflit au début, c'est plus facile de le résoudre que si on est, par exemple, à midi, où à ce moment-là, tout le monde s'engueule, tout le monde s'entretue, et c'est presque impossible de le résoudre. Donc il est mieux de le prendre dès le départ, donc il faut aller dans le conflit et essayer de le résoudre, ou ensuite attendre que ça retombe un petit peu, pour à ce moment-là, gérer le conflit. Donc, gérer le conflit tout en haut, ce n'est pas une bonne idée. Le gérer avant, c'est parfait, c'est de la prévention de conflit. Le gérer après, c'est également prévenir éventuellement un nouveau conflit ou s'adresser aux causes qui font que si on s'en occupe, ça ne recommence pas une deuxième fois. Vous voyez, ce n'est pas un cercle et un cirque infernal. Alors, et le conflit, c'est quelque chose que la plupart des gens ont beaucoup de peur parce que ça nous connecte à la perte du lien, chose qu'on a horreur de ça. Et qu'en plus, on n'est pas outillé pour faire face à un conflit. Alors là, Anna, hélas, moi je trouve que ce serait bien qu'on puisse un petit peu en parler à l'école, très tôt, parce que la mauvaise nouvelle, c'est que plus vous attendez et plus vous mettez le conflit sous le tapis, plus il grandit. Et si vous le prenez dès le départ et que vous empoignez au fond l'affaire, vous dites, bon, je vais aller vers la personne, alors il y a des manières de gérer un conflit. Il y a des manières, vous m'avez parlé de non-violence. Tu peux donner quelques exemples, parce que je suis sûre que les gens... Alors, je suis convaincue, il y a 7 milliards de personnes. Dès que vous avez 2 personnes, vous avez un conflit, parce qu'il y a des besoins différents et des sentiments différents. Donc, le conflit est naturel. Nous ne sommes pas outillés, malheureusement, pour faire face au conflit. Alors, je peux donner volontiers un exemple concret. Anna, tu es mon chef au bureau, n'est-ce pas? Et puis, tu viens toujours à 5 heures du soir me dire, écoute, Brigitte, c'est pas possible, ton rapport est très mauvais, il faut le refaire. Donc j'en ai de nouveau pour 4-5 heures, etc. Et je ne sais pas comment faire, et j'ose pas avoir un conflit avec toi, etc. Alors l'idée, alors c'est très compliqué, mais enfin l'idée c'est quand même d'abord de voir à quel moment est-ce qu'on peut parler ensemble. D'accord? Parce que très souvent, on veut régler le conflit tout de suite, et puis ça dérape. Donc, attendre le bon moment, et je viendrai vers toi et dire, disons, Anna, est-ce qu'il y a un moment où je pourrais te parler? Parce que j'ai un petit souci. Donc, l'idée, c'est vraiment de parler de soi. J'ai un petit souci avec ces rapports que tu me demandes presque tous les jours à 17 heures que tu ne trouves pas bons. Voilà, voilà. Puis tu vas me dire, non, alors aujourd'hui, je ne peux pas. Je te dis, pas de problème. Est-ce qu'on peut demain matin? Donc, tu reviens à la charge. Alors, tu trouves le bon moment pour parler à l'autre personne. Et ensuite, effectivement, tu parles du problème que tu as, parce qu'un des problèmes fondamentaux de notre société, c'est qu'on n'ose pas dire ce qui se passe, on n'ose pas dire ce qu'on veut, on n'ose pas faire une demande, et en plus, après, on n'ose surtout pas demander un feedback en disant « Est-ce que tu serais d'accord de faire ça, Anna ?» Voilà, alors un exemple concret, je viens donc te voir, c'est le lendemain, je dis « Anna, voilà, quand tu viens vraiment me voir là à 17 h, moi je suis extrêmement stressée parce que j'ai l'impression que tout ce que je fais, c'est faux. Et moi, je voudrais vraiment te demander, est-ce que tu peux me planifier le travail de telle sorte que tu reviennes vers moi, par exemple, le lendemain matin? Puis à la fin, tu peux dire, est-ce que tu serais d'accord de faire ça, Anna? Tu vois, c'est un petit peu des processus comme ça, très doux, mais fermes, en disant... c'est pas OK pour moi. Et je pense que c'est une des premières choses qui est facile pour tout le monde. Il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de vocabulaire. Mais si tu me marches sur les pieds, juste que je te dise, Anna, tu m'as marché sur les pieds. C'est pas OK pour moi. Okay. Tu vois? Et est-ce que cette peur que nous avons de poser, de faire des demandes et tout ça, elle n'est pas liée à la peur du rejet? Oui, alors il y a plusieurs peurs. Ils ont identifié, il y a plein de psychologues qui ont réfléchi à la chose. Ils ont identifié 7 peurs. La première, c'est la peur du rejet. La deuxième, c'est la peur d'être ridicule. La troisième, c'est la peur parfois de ne pas réussir. En se disant, mais de toute manière, et puis parce qu'on a tout un langage intérieur où on se dit, n'est-ce pas, c'est même pas la peine que j'aille voir Anna, parce que de toute façon, ça va rater. Hein? La réponse déjà, donc je ne vais pas, etc. Enfin voilà, il y a plusieurs peurs qui nous empêchent d'aller vers la personne pour aller dans le conflit.
Mais comme je pense vraiment, ne pas aller dans le conflit, c'est vraiment le garder en soi, dans son corps, et puis ça bouffe de l'énergie, le conflit, on y pense sans arrêt, ça brise les relations avec autrui, et finalement, eh ben, ça attaque plus nous que l'autre, souvent. Et aussi, je crois que je ne sais pas ton avis, mais moi je trouve que le conflit c'est une opportunité Oui, exactement. Exactement. Bonifier la relation. Exactement. C'est une opportunité qui permet enfin, mais même parfois la guerre est importante pour faire avancer les choses. Parce que quand on est en conflit, souvent on est l'un contre l'autre et ça bouge plus. Vous savez, comme deux vaches là, avec leurs cornes, puis ça bouge plus parce qu'on n'arrive plus à avancer. Or, d'aller vraiment dans le conflit, puis de dire poser les choses sur la table pour dire vraiment Anna, vraiment je voudrais te dire, ça ne va pas pour moi que tu viennes tous les jours à 5 heures du soir. Tu vois, je ne le dis pas de manière violente, hein, mais je dis ce qui est important pour moi. Et je ne garde pas pour moi, parce que garder pour soi le conflit, c'est un, le faire grandir, et deux, le stocker quelque part dans son corps et dans son esprit. Et qu'à un moment donné, ça sort. Alors après, c'est comme la cocotte minute. Ah, Anna, exact. Comme une cocotte minute. Alors après, ce qui est extraordinaire, quand tu amasses des conflits A, B, C, D, E, F, G, on ne sait pas pourquoi, tout à coup on fait comme ça, et puis pof, tu pars comme une cocotte minute, mais en fait c'est en résonance avec tous ces conflits que tu n'as pas réglés avant, auxquels tu n'as pas pensé, ou tu n'as pas osé dire, ou peut-être tu n'en es même pas conscient. Et après, il y a tout ce comportement de critiques, de reproches, etc., qui vient parce que... Alors là, Anna, vraiment, tout ce qui est reproches, critiques, jugements, comme on l'a souvent vu dans tes émissions, que j'écoute toujours avec passion, ce qui est jugement, en général, parle souvent de la personne qui juge. Et ça ne parle pas de l'autre. Donc après, on devient agressif et on gère très mal le fait qu'on n'a pas osé gérer le conflit tout de suite. Alors, je vous rappelle que Brigitte, c'est l'auteur de ce livre extraordinaire qui s'appelle La médiation, un nouveau projet de société, édition Derby, et qu'en plus, vous pouvez poser des questions en direct que Brigitte va se faire un plaisir de répondre. Je vais essayer. Oui. Alors, on a parlé de conflit comme une opportunité. Donc, si je comprends bien, la médiation, c'est profiter de cette opportunité que c'est le conflit. Oui. Pour aller dans l'approfondissement, dans la bonification, etc. Oui. de la relation. Oui, alors c'est moi qui n'ai pas été très claire. Soit, effectivement, tu as un conflit, il y a un conflit entre deux personnes, et si on voit qu'on n'y arrive pas, parce que tu vas avoir raison, parce que pour mille et une raisons, à ce moment-là, on peut toujours faire appel à un médiateur. Et le médiateur va nous permettre, contrairement à un procès ou contrairement à un juge, va nous permettre de résoudre un certain nombre de choses et de mettre des choses sur la table. La médiation, elle est confidentielle, ça c'est déjà extraordinaire, elle est neutre, elle est impartiale, et à la fin, il y a une espèce d'accord qui est fait, soit oral, soit écrit, sur quelles sont les règles qu'on va suivre pour ne pas retomber dans ce conflit et pour effectivement mettre en œuvre les solutions qu'on a trouvées, toi et moi, et ce n'est pas le médiateur qui trouve, pour régler notre conflit. Excellent. Alors, les questions commencent à arriver. Oui, j'imagine. Je vais te poser une question, mais avant ça, pour rebondir dans ce que tu es en train de dire, et en même temps, toi, la médiation telle que tu la présentes, je la vois comme une alternative à... Parfait, exactement ça. À la résolution des conflits qui peut être beaucoup plus difficile, je sais pas, une séparation, ou aller dans un procès, etc. Oui. Avant d'arriver là, il y a la médiation. Exactement. Mais même, parfois, et c'est ça qui est intéressant avec la médiation, parfois tu peux effectivement faire appel à un médiateur avant d'aller à un procès. Mais parfois, il y a des gens qui ont eu un procès, et puis le juge, pour mille et une raisons, dit « Madame Anna, vous devez 5 000 € à Monsieur Dupont, pour la raison X, Y, Z, et tu n'es toujours pas contente. » Et à ce moment-là, tu peux quand même faire appel à un médiateur pour essayer d'aller plus en profondeur, de voir au fond comment est-ce qu'on peut régler cette histoire. Donc on peut voir un médiateur avant, pendant un procès, et à ce moment-là, il faut avertir le juge, ou après un procès pour rétablir des liens.
D'accord. Donc, il y a plusieurs niveaux de médiation, Oui, c'est ça que tu es oui, en train de oui, dire. Ok, d'accord. Intéressant. oui, c'est sympa ça. Oui. Oui, alors, ah, j'allais poser la question que Christian demande comment utiliser la médiation dans la vie quotidienne, dans quelle situation s'en servir. Alors, lorsque deux personnes n'arrivent pas à s'entendre, c'est bien de faire appel à une troisième personne. Ce que j'essaye d'expliquer dans mon livre aussi, et là on va un cran plus loin, et on va en direction de ton émission et de toute l'idée de prendre conscience. Je pense que la première médiation à faire, c'est avec soi-même. C'est-à-dire quand à l'intérieur, nous sommes en guerre, n'est-ce pas? Parce qu'on est souvent en guerre. Et là, je prends des petits exemples. Admettons, je voudrais aller manger une pizza et en même temps aller au cinéma. Et en même temps passer une soirée avec mon mari. D'accord? Et là, donc, j'ai trois intérêts et trois besoins qui se font la guerre en moi. Et je dois donc les prioriser. Je dois donc m'occuper des trois, prendre conscience, les apaiser, faire une médiation entre ces trois-là, dire par exemple, je ne sais pas, je prends un exemple concret, je pourrais dire au cinéma, bah là ma petite Brigitte, le cinéma, ça m'a l'air un petit peu râpé, on va peut-être faire ça un autre jour. Donc après, mon besoin diminue. Le deuxième, d'aller manger une pizza, bah là c'est trop tard aussi, mais demain, on va aller demain. Et puis, passer une soirée avec mon mari, bah, c'est sûr que je vais faire ça dès que je rentrerai chez moi. Donc l'idée, c'est de prendre conscience aussi des guerres intérieures qu'on a. Et dès qu'on prend conscience de quelque chose, à ce moment-là, le besoin diminue parce qu'il a été reconnu. C'est comme un dialogue intérieur. Oui, oui, exactement. Mais il faut l'avoir, donc il faut prendre conscience. Donc cette toute première médiation, elle est avec soi-même. Alors pour revenir à la question de Christian, à quel moment est-ce qu'on peut prendre un médiateur? C'est si vraiment, soit en famille, soit avec des enfants, soit avec son patron, soit, je ne sais pas moi, au syndicat, soit dans un parti politique, on n'y arrive plus. Il y a des médiateurs professionnels qui existent, à qui on peut faire appel pour que réellement on passe en général 3 demi-journées à mettre tout sur la table, à essayer de régler un certain nombre de conflits. Ok, bah merci. Alors ça continue. Hein. Lilia qui dit, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi les relations saines au début peuvent devenir toxiques? Je crois que c'est une personne qui généralise parce que c'est pas forcément non, à chaque fois la même chose. Mais ça peut arriver. Ça Alors, peut arriver. Écoutez, je vous apprends rien si je vous dis que l'amour, c'est quelque chose de très compliqué. Et puis ça démarre en général très très bien. Et puis au bout d'un moment, les choses commencent à devenir un petit peu compliquées si A et B n'ont pas réglé un certain nombre de problèmes qu'ils ont, soit liés à leur enfance, soit liés à leur passé. Et très souvent, ça vient après plus fort qu'eux, et l'amour est souvent pas suffisant. Alors pour répondre à ce monsieur, pourquoi ça devient toxique? Ben, parce qu'on est très très proche, et qu'au bout d'un moment, on fait ressortir chez l'autre, ce qui n'est pas réglé non plus. Et là, vous avez un site magnifique, on peut faire appel à beaucoup de pratiques de développement personnel, mais je pense que... sur les blessures. Les blessures, exactement, sur tout ce qui... chez nous n'est pas réglé. Moi, je dis toujours que dans un gruyère, il y a des trous. Et parfois, si l'autre tape dans le trou de votre gruyère, bien sûr, ça fait mal. Et ça devient pas forcément toxique, mais ça devient négatif. Donc l'idée... Douloureux en tout cas. Douloureux en tout cas, absolument. Alors, on n'a pas toujours besoin d'un médiateur, mais on a besoin de se rendre compte que le conflit, il est souvent, comme disait la jeune femme dans son exposé tout à l'heure, souvent les conflits sur les miroirs. Géraldine. Souvent on a malheureusement aussi un effet miroir sur l'autre. C'est-à-dire que j'arrive à faire ressortir chez toi pas seulement ce qu'il y a bien, mais ce qu'il n'y a de pas bien non plus. Donc, c'est normal. Et là, on va encore à la notion de responsabilité, c'est-à-dire de ces responsabilités que ce que je vis avec la personne avant tout, c'est à moi qui ça. Oui, alors, c'est pas moi qui l'ai dit, mais j'aime beaucoup cette phrase. Elle vient, paraît-il, de Lao Tse, puis elle a été reprise par le Dalai Lama, mais je trouve qu'elle fait bien réfléchir.
tous les conflits que vous avez avec l'extérieur sont le reflet de vos conflits intérieurs. Donc là, on peut un peu... Voilà, on en a pour la soirée. Voilà. Moi, ça m'a beaucoup plu et ça m'a beaucoup aidé de me rendre compte que très souvent, le conflit que j'avais à l'extérieur était en résonance avec mes conflits intérieurs. Et que très souvent, j'y étais pour quelque chose. Ok, et dans ces cas-là, la médiation, est-ce que la médiation peut aussi amener en personne? Alors, si vraiment on n'y arrive pas, on peut faire aussi appel à un médiateur. Oui, mais la médiation, si ça devient d'un conflit personnel, est-ce que le médiateur va aider la personne aussi à un moment donné? Oui, il peut, un thérapeute, il peut, absolument, oui, okay. Oui. Alors, ça continue. Il m'envoie des petits messages rigolos. Alors, lorsque le conflit est ancien et que la communication est rompue, comment s'y prendre? Alors, si le conflit est ancien et que la communication est rompue, alors je vais dire vraiment quelque chose qui est une tarte à la crème, c'est d'abord rétablir la communication. Et comme on a dit tout à l'heure, l'exemple qu'on a donné, c'est d'aller vers la personne, puis de dire, écoutez Anna, j'ai un problème, je voudrais qu'on se parle de nouveau. Et si on n'y arrive pas, est-ce que tu serais d'accord qu'on prenne une troisième personne pour nous aider? Parce que visiblement, on est en boucle, sans arrêt, on dit toujours la même chose, on se traite de tous les noms d'oiseaux. Je pense qu'un tiers, c'est ça le mot médiation, ça veut dire être intermédiaire, être au milieu, un tiers peut aider. Alors notre société offre beaucoup de possibilités, hein. Ça peut être des thérapeutes, ça peut être des psys, ça peut être tout ce que vous voulez, mais ça peut aussi être un médiateur si vous n'avez pas forcément envie d'entrer dans toutes les couches psychologiques de votre vie. Vous pouvez aussi essayer de régler simplement avec une médiation en 3 demi-journées à l'extérieur, un petit peu plus à la surface, dans ce sens-là. Ok. Alors, tu parlais tout à l'heure de quelque chose qui je trouve très intéressant, c'est que on parlait tous les deux de cette notion de croire que... désolé, j'ai perdu l'idée. Bon, je vais aller vers les questions que j'avais parce que j'ai perdu l'idée. Ça va revenir, t'inquiète pas, ça va revenir. Nous sommes en direct, donc voilà. Alors, est-ce que la médiation... Ah oui, voilà, tu vois, ça revient. Tu disais qu'aujourd'hui, tout le monde se croit médiateur, etc. Est-ce qu'il y a vraiment intérêt à chercher un médiateur professionnel, si on peut dire, ou un ami peut faire l'affaire? Non, alors, je pense que c'est vrai que c'est important de le dire, la médiation est devenue une profession. On fait quand même 2 ou 3 ans d'université. Vous avez 2, 3, je ne veux pas citer, à Paris, vous cherchez des lieux où vous pouvez faire des études, des diplômes de médiateur. Et puis, si vous voulez devenir médiateur, être accrédité et assermenté, ça veut dire que vous devez être confidentiel et que vous promettez de ne rien divulguer à l'extérieur. Il faut environ 200 heures de médiation. Wow. Juste pour dire qu'on ne peut pas acheter une petite plaquette et mettre voilà, Janine médiateur. Voilà, c'est devenu une profession et c'est devenu une profession que vous fassiez une médiation à Paris, à Sydney, à Tokyo. C'est devenu un métier qui est vraiment devenu international, qui est régulé. Il y a les mêmes critères. Qui a les mêmes critères, oui. Qui est régulé par un International Mediation Institute à La Haye. Et puis, voilà, vous tapez médiateur à Paris, mais c'est important que vous ayez un médiateur professionnel parce qu'il garantit 2 choses. Un, ça va vous plaire, ça, Anna. Un, il a réglé des problèmes personnels parce que si vous venez à une table de médiation où vous avez A et B qui sont en conflit, et que vous-même, vous n'avez pas réglé des problèmes, vous allez être un 3e problème. Donc vous allez rajouter un problème aux 2 problèmes existants parce que, et on fait beaucoup de travail là-dessus, parce que les parties au conflit vont vous servir de caisse de résonance à vos propres problèmes. Il faut qu'on soit vraiment et oui, et médiateur, il faut être neutre, exactement. Et si tout à coup je me tourne vers B en me disant «
Ah, mais c'est idiot ce qu'il dit là. Vous avez perdu la médiation. Parce que le type va se dire, mais enfin, elle est pour qui, la Brigitte? Elle s'occupe de madame ou elle s'occupe de moi? Voilà. Que ça soit Et voilà. Mais vous savez, parce que la communication, c'est 80% non-verbal. Ouais. Donc, ça se voit tout de suite. Le monsieur sent si je ne suis pas de son côté et si je ne suis pas neutre. Donc, devenir médiateur, c'est régler un certain nombre de problèmes personnels. J'aime beaucoup ça. Oui, ben, ça prend beaucoup de temps. Alors, les questions continuent. On a quelques minutes encore, donc profitez. Christian qui demande quelle différence entre la communication non violente et la médiation. La communication non violente est un outil très puissant que Marshall Rosenberg a mis en place dans les années 70. Lui-même était médiateur aussi, je crois. Oui, dans un hôpital psychiatrique. Alors lui, il a mis surtout en place la technique. La communication non violente peut être une partie des outils de la médiation. Mais pour la médiation, il faut aussi faire un peu de droit, un peu de linguistique, parce que vous devez quand même vous occuper aussi d'autres choses. Et puis, il y a d'autres compétences comme la négociation. Il faut aussi connaître, parce qu'à un moment donné, A et B vont négocier. Donc, c'est un très bel outil pour démarrer la médiation. Mais ce n'est pas que ça. C'est un outil dans ce déroulement de la médiation qui est en général sur 5 volets. C'est un très bel outil. Alors, tu viens de parler, il y a d'autres questions, mais tu viens de dire un mot qui m'intéresse beaucoup. La négociation. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ça? Alors, la négociation, là aussi, c'est un apprentissage et j'aimerais tellement, plutôt qu'on fasse des maths à l'école, qu'on commence à apprendre aux gamins à négocier. Parce que apprendre à négocier, c'est apprendre à dire ce qu'on veut, entendre ce que toi tu veux, et puis essayer de trouver un truc au milieu. Un truc le fameux gagnant-gagnant. Le gagnant-gagnant. D'accord? Donc la négociation part de l'exploration de mon intérêt et de ton intérêt. Exemple, si tu veux aller voir une agence immobilière parce que tu aimerais que ton loyer soit diminué et que tu aimerais négocier, tu dois connaître tes intérêts, les expliquer, mais comprendre aussi les intérêts de ton agence immobilière et puis essayer de trouver des moyens de négocier, c'est-à-dire trouver au centre quelque chose où les deux intérêts peuvent se rejoindre. Par exemple, je ne sais pas, tu pourrais offrir de repeindre l'intérieur. Enfin, tu vois, il faut négocier, c'est se rencontrer au milieu pour que les deux soient satisfaits. Et est-ce que, justement, dans cette négociation, il y a la notion de céder aussi? Non, céder, s'entraider, tu veux dire? Non, ou céder? Non, céder, lâcher, céder? C'est-à-dire, je ne sais pas si c'est le mot, si je suis en train de franciser un mot en espagnol, c'est-à-dire qu'on donne aussi quelque chose, on accepte de donner quelque chose. C'est une très bonne question. Je pense que si tu donnes dans l'espoir que l'autre va te rendre, c'est fichu. Parce que, au fond, c'est une espèce de chantage affectif, un marchandage, un horse trading, comme ils disent en anglais, un marchandage, mais qui est déguisé. Donc, je suis vachement gentil avec toi dans l'espoir que quand même tu le seras aussi. Donc, si c'est dans ce sens-là, non. Mais je pense qu'effectivement, si tu veux rencontrer l'autre, voilà, pas forcément céder quelque chose, mais je pense, et c'est ce que j'essaie d'expliquer dans mon livre aussi, il y a une chose dont on doit vraiment se débarrasser, c'est l'idée d'avoir raison ou avoir tort. Parce que vraiment, Anna, excuse mon français, on s'en fout. Parce que quand tu vas te coucher le soir et que tu as eu raison dans une situation X ou Y, est-ce que ça fait avancer le schmilblick? Non, tu as eu raison and what? Il ne se passe rien. Donc l'idée, si on pouvait laisser ça de côté, j'ai raison et tu as tort, et puis lâcher ça, une espèce d'ego, parce que là c'est l'ego qui parle, et essayer de rencontrer l'autre en essayant de comprendre c'est quoi que tu aimerais, c'est quoi que j'aimerais. À ce moment-là, on ne peut pas forcément céder quelque chose, mais en tout cas accepter de lâcher un certain nombre de choses. Voilà, on va dire comme ça. Ok, je comprends. Alors, il y a Lilia qui pose une question. Vous pouvez nous expliquer... Lilia, je suis désolée, mais on ne parle pas de la même chose. Elle dit la différence entre l'amour et la dépendance affective et le rôle du médiateur dans cette nuance.
Je ne sais pas si tu comprends la question. Si, je comprends. Alors, il faut faire, à mon avis, mais c'est bien qu'on ait une question comme ça. Oui. Je pense que le médiateur, vu sa formation, n'est ni un thérapeute, ni un avocat. Il est au milieu. Et s'il y a quelqu'un qui vient le voir, où vraiment il a l'impression que ce n'est pas du tout son domaine, je pense qu'il faut l'envoyer chez un thérapeute, qui est un professionnel, justement, des questions de dépendance affective, de lien, etc. Tu vois la différence? Oui, Ouais, parfaitement, voilà. parfaitement. Bon, merci Lilia quand même pour avoir posé Oui, cette question oui, qui c'était a permis, parfait. qui a C'était permis parfait. de, Oui, de oui. clarifier ce point. Alors, parlons de réconciliation. Parce que j'imagine Oui. que c'est le but Oui, de la médiation. oui. Alors, je ne réussis pas toutes les médiations, et c'est pas je, Ah, ça, les médiations. C'est une question que j'allais te poser. Oui, les médiations ne réussissent pas parce que c'est pas je, puisque c'est un triangle et que je suis le troisième, exclu de l'extérieur. On va dire que ça marche entre guillemets à 75%. Il y a certaines fois où effectivement c'est impossible de découdre le conflit parce que trop de blessures, trop de difficultés et les gens sont invités à faire un travail sur eux-mêmes, peut-être de revenir au bout de quelques années, mais je crois qu'il faut aussi être honnête. Il y a des choses qui sont absolument impossibles à dénouer. La réconciliation, si je reviens aux questions du Rwanda, parce que c'est un pays qui me tient à cœur et qu'on vient de fêter les 25 ans, pas fêter, c'est pas le mot, on a commémoré les 25 ans du génocide de 1 million de Tutsis au Rwanda. La réconciliation, c'est accepter, comme en Afrique du Sud, que malgré que l'autre vous a fait beaucoup, beaucoup de mal, accepter d'entrer dans un champ ou dans un puits qui s'appelle les questions du pardon. Et là aussi, vous avez plein de personnes qui sont spécialisées là-dedans. Mais aller dans le pardon, ça ne signifie pas du tout oublier. Ça signifie entrer en matière pour dire « ok ». Et pour les Rwandais, ça a été très compliqué. Vous imaginez, vous avez perdu 18 personnes de votre famille et vous devez discuter avec le type qui a tué votre famille. Alors, la réconciliation, c'est lorsqu'on arrive effectivement à entrer dans une forme de pardon et à aller rediscuter avec l'autre et non pas regarder dans le passé, mais voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble dans l'avenir. Mais ça demande un soin, un travail personnel énorme. Énorme, oui. Oui. Ça, c'est la mauvaise nouvelle, c'est que c'est très difficile pour les gens de se réconcilier et souvent ça reste qu'à la surface parce qu'on n'a pas été dans les profondeurs et on n'a pas pu expliquer ce qui a été tellement douloureux pour nous. Mais c'est un processus et je pense que la réconciliation est aussi, en tout premier, une réconciliation avec soi-même. Je pense qu'à partir du moment où on est OK avec qui on est, que ce soit grande, blonde, petite, brune, si on est d'accord avec qui on est et qu'on trouve que c'est pas si mal qui on est, à ce moment-là, je pense qu'on commence déjà à se réconcilier avec soi-même. Donc, on peut aussi aider les autres à se réconcilier entre eux. Ok. Je vous rappelle que Brigitte est l'auteur de ce livre qui s'appelle La médiation chez Éditions Derby, se réconcilier avec ses contraires. Alors, on n'a plus de questions pour l'instant, mais attends, si, il y a une qui arrive justement quand je dis. Alors, la communication non violente était toujours utilisée. Oui. Avec la médiation, oui, bien sûr. Ou existe-t-il d'autres outils à part la communication? Alors, à part, c'est une bonne question. Alors, ça dépend des médiateurs. Moi, je l'utilise, ayant moi-même travaillé à l'époque avec Marshall Rosenberg, mais ce n'est pas le seul outil. D'autres outils sont utilisés comme la PNL et le travail sur les croyances. Je vous donne un exemple. C'est une très bonne question. Je vous donne un exemple, Anna. Admettons que vous êtes très catholique et que pour vous, la réconciliation, ça signifie aller ensemble à l'église et prier la Vierge Marie. D'accord? Donc, en fonction de ce que
puisque c'est le champ d'investigation de la PNL, entre autres, d'aller voir quelles croyances vous avez et qu'est-ce que vous pensez qui doit arriver pour que vous ayez l'impression qu'on se soit réconcilié. À ce moment-là, on va explorer ça, puis on va aller en profondeur, puis vous allez trouver que c'est ça que vous voulez, d'accord, selon votre croyance. Et admettons que moi, ce qui n'est pas le cas, je suis très croyante, mais admettons que moi je sois totalement athée, et je vous dise, bah, écoutez Anna, alors je veux bien aller avec vous à l'église, mais alors pour moi, ça signifiera que je m'adresse à l'univers, d'accord? Donc suivant nos deux croyances, on va pouvoir faire quand même quelque chose ensemble. Mais, donc la PNL est aussi importante pour les médiations. Et puis pour, je dirais, la compétence la plus grande, et ça s'achète pas, et je pense que c'est une question d'expérience, c'est l'intuition. Et ça se développe, il y a aussi vous mettez en lumière beaucoup de livres, ça se développe de 1001 manières, mais faire confiance à son intuition, et puis entendre un peu ce que les gens ne disent pas. Donc sentir, et puis oser y aller. Voilà, proposer ça, je pense que c'est important. La médiation n'est pas un exercice, c'est paradoxal, c'est pas un exercice intellectuel, c'est un exercice humain où on met, et c'est pour ça que c'est extraordinaire, on met deux personnes ensemble et on leur passe les plats pour qu'ils arrivent de nouveau à dialoguer et à trouver un endroit où ils seront d'accord. Alors ça ne veut pas dire qu'ils vont se marier demain, ni qu'ils vont aller au cinéma, mais ils sont d'accord, ils ont pu dire ce qu'ils avaient sur le cœur, ils ont pu régler un problème et puis ils s'en vont le cœur plus léger. Parce que le conflit est quelque chose qui est extrêmement lourd sur les épaules, dans le cœur, et que ça bouffe de l'énergie. Oui, et moi, pour avoir fait des médiations, parce que je trouve que c'est un outil extraordinaire, la médiation. Merci. Je suis contente. Oui. Et la dernière, c'était en janvier, avec une amie, parce qu'il y avait quelqu'un, on est parti en voyage entre amis, et vous savez, vivre avec quelqu'un 24 heures sur 24, c'est pas facile. Il y avait une troisième personne justement qui faisait la communication non violente qui nous aidait. Et j'ai remarqué justement à ce moment-là quelque chose de très intéressant, c'est que sur le moment, ça n'a pas résolu le conflit parce que blessure, ok? Et en même temps, ça a été l'initiateur de quelque chose. Cette personne... C'est ça. C'est parfait, Anna, que vous parliez de ça. Parce que je pense... merci beaucoup. Ce n'est pas la baguette magique. Oui. Et ce n'est pas en 3 demi-journées que vous allez régler les conflits du monde. Mais vous mettez en route chez les parties au conflit un processus de prise de conscience de quelque chose qui fait qu'ils n'auront plus envie de retomber dans le même panneau, qu'ils vont réfléchir en se disant « mais ça, je l'ai résolu comme ça, peut-être la prochaine fois, je peux aussi me débrouiller pour que ça ne recommence pas ». Donc oui, je suis d'accord avec vous. C'est quelque chose d'assez magique, parce que ça enclenche quelque chose chez l'autre. Et ça aussi, ça donne l'opportunité, c'est que peut-être le conflit n'avait pas permis que je puisse écouter l'autre. Et pour moi, c'était très libérateur que ce soit avec cette amie, et après je l'ai fait dans le cadre de mon mariage, etc. C'est que je me faisais des idées, que le fait de l'entendre chez l'autre était très libérateur pour moi aussi. Oui, alors ça c'est un des... Le processus est en général divisé en 5 étapes. Alors je ne veux pas vous ennuyer parce qu'on a autre chose à faire que de faire des trucs trop internes. Mais la première étape, c'est de savoir sur quoi porte le conflit. Parce que déjà, pour se mettre d'accord sur le désaccord, ça met en tout cas 2-3 heures. Parce que souvent, on n'a pas la même perception du conflit et du problème. Mais la deuxième chose qui vient tout de suite après, c'est de savoir qu'est-ce que vous avez ressenti. C'est quoi, qu'est-ce que vous avez stocké comme haine, comme sensation de ne pas avoir été respecté, de ne pas avoir été entendu. Et là, il y a effectivement une méthodologie qui fait que A entend B, d'accord? Et ça, c'est assez extraordinaire. Donc, la médiatrice reformule et B entend A, mais en même temps, comme dans une thérapie, le fait de s'entendre soi-même, B entend A, mais B entend B aussi.
Il s'entend dire quelque chose. Et puis tout à coup, il se dit, ah, mais non, d'une pipe. Voilà. Donc le fait de pouvoir... Tu vois l'histoire? Oui. En fait, c'est une double libération de la parole qui est entendue par l'autre et qui est entendue par soi-même. Et là, tout à coup, ça donne des idées parce qu'on se rend compte des choses. Alors, est-ce que, Brigitte, à ton avis, ça devrait commencer à l'école? Mais oui. non pas demain, mais avant-hier. Oui. Oui. Parce que... Il y a certaines écoles à Paris qui ont introduit des petites cellules de médiateurs où les élèves ont été formés un peu plus grands pour servir de médiateurs pour les plus jeunes. Il y a des choses qui se mettent en place très timidement ici ou là, mais ce n'est pas encore répandu. Je trouve qu'on pourrait en faire plus. Mais c'est vraiment un outil qui est nécessaire à la vie. C'est un nouveau de tous projet les de jours société, et je t'assure, c'est oui, vraiment... c'est oui, un nouveau projet de société. oui, vraiment. Ça fait penser différemment et ça implique le fait qu'on n'est plus forcément... On peut être en conflit et pas d'accord et trouver que tu es complètement ridicule de faire ça. Puis ensuite de s'asseoir, puis de dire, mais en fait... Parce que c'est ça, je pense, qui est miraculeux, c'est de dire ce qu'on veut. Tu comprends? Et là, alors là, ça change. Si j'arrive à te dire, moi j'aimerais bien un Coca-Cola maintenant, ben il y a de fortes chances que tu ailles me le chercher. Mais si tu me le dis pas, si je ne le dis pas et que je me dis, elle va comprendre que j'ai besoin d'un Coca-Cola, c'est raté. Et on fonctionne souvent par sous-entendu. Souvent dans les couples, avec les enfants, où on se dit, mais il va finir par comprendre. Ben non, on ne peut pas deviner la pensée de l'autre. Donc un des trucs vraiment qui change dans la vie, c'est quand on arrive à faire une demande. Alors, il nous reste 2 minutes. Est-ce Oui. que tu veux passer un message Non, aux gens qui nous entendent? je voudrais dire merci. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou si toi tu as d'autres questions. Il y a d'autres questions. Je te dirais, raconte-nous rapidement, parce qu'il nous reste 2 minutes, un cas où tu as vu comment la médiation a pu... Alors, je donne vraiment un cas. J'ai eu 2 traders, parce que parfois c'est les entreprises qui me demandent aussi. Oui. J'ai eu 2 traders dans une maison de trading qui, les deux, c'est faux, mais enfin c'est un exemple, s'occupaient de café. D'accord? Le patron voulait pas se débarrasser ni de l'un ni de l'autre, mais ils étaient tout le temps en conflit. Et donc ils ont fait appel à un médiateur pour essayer à ce qu'ils s'entendent, n'est-ce pas? À la clé, il y avait la menace, si vous n'arrivez pas à vous entendre, à ce moment-là, vous êtes licenciés les deux. Alors moi, c'était un peu compliqué pour moi, parce que j'ai dit, ça, c'est pas vraiment une médiation très souple, très sympa, mais on a fini... On n'est pas détendu. On n'était pas détendu, mais on a fini par rigoler, par mettre les choses sur la table, on a fini par comprendre les peurs que chacun avait vis-à-vis de l'autre, et dans le monde du trading, c'est des trucs qui vont très très vite, avec des prix, la bourse, le machin, etc. Puis c'était des jeunes hommes, puis les deux, ils voulaient être un peu comme ça, puis finalement, ils ont un peu posé les armes, et ils étaient d'accord, mais ça a pris un certain temps. Ils étaient d'accord de collaborer et ils ont vu que finalement, s'ils arrivaient à se répartir un peu le territoire, et si on a juste fait du découpage, puis on s'est mis d'accord, toi tu ferais par exemple comme ça, et toi ici, toi tu ferais 6 mois à l'étranger et 6 mois à Paris, et toi 6 mois à Paris, etc. On a mis sur la table des possibilités de sortie de crise, et à ce moment-là, on a regardé si c'était faisable, et on s'est revus 2 mois après, pour voir si ça marchait et avoir les feedbacks. Voilà. Donc, si ça vous parle, la médiation peut être... C'est là. Et si ça vous parle, la médiation peut être un outil très puissant pour résoudre les conflits. Qui n'a pas de conflits? Et en plus, vous pouvez aussi lire ce livre extraordinaire qui s'appelle La médiation, un nouveau projet de société. Merci. Dans Édition Delvie. Merci beaucoup, Brigitte. Anna. C'était un plaisir. Merci pour nous amener tous ces outils qui sont vraiment en train de changer le monde et qui, sont merveilleux. Merci. Merci. De toute conscience, jeudi, on va parler de... on va parler
Transgénérationnel. des conflits transgénérationnels, et on va parler aussi d'énergie. Vous pouvez avoir tous les détails dans la page entouteconscience.com. Vous pouvez aussi vous inscrire dans cette page pour être mis au courant de toutes les émissions. C'est vrai que jusqu'à ce moment, on n'a pas un jour fixe. Donc, si vous ne voulez pas rater ces émissions, inscrivez-vous dans la page entouteconscience.com et nous allons vous prévenir des nouvelles émissions. Et je vous rappelle aussi que toutes ces émissions sont en replay. Vous pouvez les consulter dans la page YouTube de Toute Conscience, et aussi dans la page Facebook de En Toute Conscience. Je vous dis à jeudi pour parler de transgénérationnel et d'énergie. À très bientôt.